En 2020, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon job, j'ai quitté mes biens, la plupart de mes biens. J'ai quitté mon appartement. Il me restait 75 objets que j'ai foutus dans un sac à dos. Et je suis parti relever 100 challenges à travers le monde. Entrepreneur et explorateur, Ulysse Lubin est mon invité cette semaine. Je rentrais chez moi, j'étais trop mal, quoi. Ok. Je pleurais et tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? J'étais pas fait pour être salarié, j'étais pas fait pour la vie à Paris comme ça. À 26 ans, Ulysse a quitté son job bien payé et son appartement au cœur de Paris. Beaucoup s'interrogeaient sur son choix, mais cette vie n'était pas la sienne. Ulysse rêvait de devenir explorateur des temps modernes. Alors il est parti. En 4 ans, il a déjà relevé 40 challenges à travers le monde, rassemblé plus de 400 000 abonnés sur Internet et aidé plus de 1000 personnes à entrer en introspection. Il raconte son cheminement dans un livre, 1000 jours en quête de sens. Et j'aime bien l'idée que c'est de notre responsabilité de créer du sens dans nos vies tous les jours. Je l'ai interviewé pour Sagesse Moderne. Comment oser prendre la parole en ligne? Pourquoi se sentir perdu peut être une chance? Comment faire face au regard des autres quand on veut changer de vie? Autant de sujets que l'on aborde dans l'épisode. Je suis ravi de vous inviter à joindre ma conversation avec Ulysse Lubin. Avant de commencer l'épisode, je voulais juste vous dire que j'envoie 2 fois par mois une newsletter qui récapitule 3 enseignements de sagesse à retenir de chaque épisode pour que vous n'ayez pas besoin de prendre des notes. Je vous mets le lien en description. Bonne écoute. T'es prêt? Attends, je born ready. Je vais vérifier que je suis en mode... Ouais, c'est bon. Ok, je veux dire que des bêtises. Je me sens plus à l'aise vu que je te connais un peu, tu vois. Je crois que ça va être quelque chose. Oui, tu es sage et tout. Ouais, c'est pas... on peut la faire détente. De toute façon, le but c'est que ça peut être un échange aussi. Vas-y, je vais faire n'importe quoi. Je vais renverser les meubles. Ça peut être épique, hein. Ok. J'arrive pas à démarrer. Déjà, je suis toujours stressé pour démarrer. Tu fais du montage ou pas? Ouais, y a pas de souci. Ok. Si tu fais des bêtises. Je me tiens à carreau. Regarde, hop, j'ai des mains dessus. Ça sera dans le making of. Vas-y. Ok. Salut Ulysse. Salut. Bienvenue sur Sagesse Moderne. Eh ben, merci. Je suis ravi de t'accueillir. En tout cas, ça fait un moment que je te suis. Au cours de... Toi, tu es un explorateur et tu relèves 100 challenges à travers le monde. Oui, c'est ça. Je t'ai déjà présent. C'est pas sérieux ça. Ça arrive. Écoutez, on a beaucoup rigolé avant le début de cet épisode. Et là, tu as dit qu'il fallait pas que je fasse de bêtises et que tu renverses pas les meubles. Alors, je me tiens à carreau. Ce début est très chaotique, mais c'est ce qu'on aime, c'est le direct, c'est ça aussi l'exploration. Exactement. Ulysse, déjà, est-ce que je vais te demander pour commencer de te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît? Je m'appelle Ulysse, j'ai 30 ans et en 2020, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon job, j'ai quitté mes biens, la plupart de mes biens. J'ai quitté mon appartement, il me restait 75 objets que j'ai foutus dans un sac à dos et je suis parti relever 100 challenges à travers le monde. Et donc ça fait 4 ans maintenant. Et donc j'ai relevé une bonne quarantaine de challenges dans, je sais pas, une vingtaine de pays, quelque chose comme ça. Et puis voilà, et puis j'ai envie, et aujourd'hui ma vie c'est ça, c'est de me mettre dans des situations un peu pourries, de m'entraîner, de me préparer et de documenter tout ça, parce qu'en chemin je raconte toutes mes aventures sur YouTube, sur mon blog, sur les réseaux sociaux. Donc YouTube, LinkedIn, TikTok, newsletter, blog, et depuis peu dans un livre aussi, qui est là. Eh oui, c'était préparé. Ouais, incroyable, dans le setup, merci d'avoir prévu ça. Et donc un livre qui s'appelle 1000 jours en quête de sens, publié chez Albin Michel. Que je recommande, que j'ai déjà lu 2 fois même pour être précis, et qui est vraiment un livre vraiment super inspirant et qui va, je pense, en inspirer plus d'un. Et d'ailleurs aussi, je tenais à te le dire que tu m'avais beaucoup inspiré moi dans ma quête de sens, dans mon voyage avec d'autres créateurs comme Jean-Charles Turdali, qui avaient présenté, démocratisé un petit peu la création de contenu et tous ces sujets en fait de remise en question un petit peu des modèles préconçus. Donc merci pour ça. Bah, merci à toi, ça fait plaisir. C'est cool. Et toi, du coup, tu étais quel genre d'enfant pour savoir un petit peu ce qui t'a amené à avoir tout ce cheminement-là? Bah, tu vois, moi, pendant longtemps, j'étais vraiment un gars classique, quoi. Vraiment ordinaire, j'avais pas une enfance particulière. Mon père s'est barré quand j'avais 4 ans, donc j'ai principalement été élevé par ma mère. Et puis je m'entendais pas avec mes beaux-pères, etc. Donc je pense qu'il y a un truc qui a peut-être un lien, c'est que très vite j'ai voulu être indépendant, me démerder tout seul. J'ai eu mon premier appart à 17 ans. J'ai travaillé assez jeune, j'étais animateur BAFA, tu vois, dans toutes les colos, tous les trucs, pour très vite me sortir un peu de la maison. J'aimais beaucoup le voyage et tout ça. Ma mère m'a quand même initié un peu au voyage. Elle est née à Québec, elle, donc quand j'étais petit, elle m'a amené 1 mois au Canada avec ma petite sœur. Ma petite sœur, elle, on n'a pas le même papa, donc elle, son père est malgache. Donc on a passé aussi 1 mois à Madagascar quand j'étais petit, et quand elle aussi était petite. Et peut-être que ça a commencé, tu vois, à nous ouvrir un peu à d'autres environnements, à d'autres manières de vivre et autres. Mais voilà, non, j'étais un
Tu vois, moi, je me démerdais plutôt bien à l'école. Je suis vraiment les modèles classiques. Et voilà, je fais beaucoup de sport. Je fais 6 ans de judo, 5 ans de tennis, 3 ans de BMX. Je me prenais des boîtes en permanence. Je revenais avec des ouverts de partout. Ma mère pétait des plombs. Ouais. Mais non, j'ai pas, tu vois, il n'y a pas eu un élément incroyable qui a fait que d'un coup, tout prend une logique a posteriori. Tu vois. Ok. Et du coup, tu as suivi un modèle. Pardon, tu allais dire. Enfin, j'allais dire, ouais, c'est ce que j'aime bien aussi, tu vois. C'est le fait que j'ai pas une histoire à la Mike Horn, tu vois. Je suis vraiment très ordinaire et ça n'empêche pas du fait que tu peux choisir à un moment donné des chemins de traverse complètement qui n'ont rien à voir. C'est clair. Bah, ça fait assez écho aussi ton parcours. Moi, j'étais pareil, toujours dans le parcours classique, plutôt bon élève, etc. Et c'est plutôt à la fin de mes études que j'ai commencé à avoir le déclic et à essayer de voyager. Et toi, justement, tu as fait une école d'ingé. Après, quand tu as continué, là, c'est le parcours classique un petit peu. Ouais, bah, pareil, tu vois. Et, Quand j'étais en terminale, on me disait tu veux faire quoi de ta vie? Bah, j'en sais rien, moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux être astronaute, voilà. Et alors on fait quoi maintenant? Et du coup, on me disait bah, il n'y a pas d'école d'astronaute. Bon, bah, en attendant, va faire maths sup, maths spé. Comme je me débrouillais pas trop mal. Et du coup, j'ai fait une maths sup, pareil que c'est très bien passé. Après, j'ai fait une maths spé qui s'est très mal passée. J'ai vraiment pété un plomb parce qu'on m'a déplacé de classe. En gros, je suis passé d'une sup de proximité, tu vois. Pas loin de là où j'étais né, à une maths spé étoile à Marseille avec que des gens qui étaient trop forts et tout. Je suis passé de premier de ma classe à genre 27e sur 33. Ok. Je sais plus c'est le classement exact, mais bref, j'étais en fin de tableau, quoi. Tu vois. Ok. Et les gens étaient trop forts et ils faisaient que travailler. Et moi, j'étais très sociable et les gens n'avaient rien à foutre d'être potes avec moi. Et du coup, je suis vraiment. À l'époque, ça n'existait pas trop, ça, mais je pense que c'était un. Mais tu vois, j'ai pas fait de burn-out dans ma vie sauf là, tu vois. Genre, j'étais vraiment fou allié, quoi. Okay. Je rentrais chez moi, j'étais trop mal, quoi. Okay. Je pleurais et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Du coup, j'ai dû rater toute la fin de la prépa et tout. Mais je suis quand même allé au concours. Alors que j'allais plus en cours et tout, je m'étais un peu enfui, je suis allé voir des potes et tout. Et puis j'ai eu une école un peu de manière miraculeuse. Et après j'ai embarqué dans l'école d'ingé, pareil, 3 ans. Pour le coup là c'était beaucoup plus facile. Et là je me suis beaucoup amusé. Okay. Et je me suis jamais posé la question de tout ça, tu vois. J'étais en mode, bon, bah mon objectif c'est d'avoir mon diplôme, quoi. Et quand tu arrives sur la fin, tu commences à te dire, bon, bah c'est bien, on a bu beaucoup d'alcool, on a beaucoup fait la fête, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ah putain, il va falloir trouver un job, tout le monde veut que je prenne un CDI, un truc. Et là, ça commençait à me mettre un peu la pression. Et j'avais fait un stage de fin d'études où, bah, pareil, je me suis fait chier. Et du coup, c'était intéressant, tu vois, mais je me voyais pas vivre comme ça, quoi. Et du coup, j'ai décidé de lancer une start-up. Ok. Est-ce qu'avec le recul, avant d'aborder la start-up, est-ce que ça t'a renforcé, tu penses, cette période difficile? Est-ce que ça a peut-être contribué à ce que tu te lances en start-up? Est-ce que ça t'a... Toute une analyse Écoute, je sais pas. Ouais. C'est vraiment c'est une période que j'ai un peu exclue là pendant longtemps. Tu vois, même dans le livre, j'en parle pas. C'est une bonne question, tu vois, je sais pas. Pendant longtemps, j'ai juste voulu oublier cette période-là, parce que je l'ai vécu un peu comme un échec, le fait de pas arriver jusqu'au bout, le fait de me faire laver par tout le monde dans la classe. Okay. Et je me disais, ouais, je suis pas au niveau. Écoute, je sais pas. Ouais, c'est pas. Mais... Je sais pas. J'ai retrouvé un long mail que j'ai écrit à ma mère un soir où j'étais déprimé. Et je lui explique tout ce qui va pas, pourquoi j'y arrive pas. Et je voulais faire autre chose. Et je lui dis, si j'arrêtais la prépa, est-ce que tu me soutiendrais et tout. Je lui propose des pistes. Je lui dis, j'aimerais bien voyager, peut-être écrire. Ou alors peut-être me lancer dans le jeu vidéo. J'ai trouvé telle boîte qui cherche des rédacteurs et tout. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo à l'époque. Okay. Elle m'a dit, je dis, est-ce que tu me soutiendrais? Un long mail, plein de fautes d'orthographe. Et à l'époque, je savais pas du tout écrire. Et elle m'a dit, bah non. Tu vois, tu retournes en cours et tu vas faire tes concours et tu arrêtes de te plaindre. Okay. Et voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant, ma sœur passe ses concours pour devenir juge et elle a décidé de pas, même si elle a ses concours, de pas embarquer là-dedans pour voyager, vivre des expériences, etc. Parce qu'elle se trouve trop jeune pour juger des gens. Et là, elle a tout le soutien de tout le monde. Je lui ai dit, maman, t'as changé d'ailleurs. T'as évangélisé tout le monde. En fait, à l'époque, elle n'avait pas conscience qu'il y avait d'autres modèles. Vivre sur Internet, quoi, c'était trop bizarre. Donc pour elle, le facteur de réussite, c'était d'avoir un bon diplôme. Elle m'a toujours dit, passe ton diplôme et après tu pourras faire ce que tu veux. Et en vrai, je le remercie. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si j'aurais fait beaucoup mieux que juste un diplôme d'ingénieur, tu vois. J'aurais probablement traîné, j'aurais beaucoup joué aux jeux vidéo, j'aurais probablement pas fait carrière là-dedans, ou peut-être que si. Mais finalement, c'était très bien et je regrette pas, tu vois. Je suis très heureux d'avoir fait cette école d'ingé, même si j'ai pas appris grand-chose d'utile. Je me suis beaucoup amusé et c'était des bonnes années, tu vois. Ok.
Voilà. Et après, tu lances une startup et tu te dis a posteriori, tu te rends compte que tu le fais pour les mauvaises raisons. Ouais, Pour quelles raisons? bah parce que je voulais du statut, je voulais beaucoup d'employés, je voulais lever plein d'argent, je voulais être le cool kid qui a lancé telle boîte. En plus, on n'était pas à Paris, donc on était à Saint-Étienne. C'est un beaucoup plus petit écosystème, donc très vite, on est devenus les gars qui avaient lancé la startup, tu vois. Hmm. Et je sais pas, ça me donnait une forme de statut, quoi. Et j'aimais bien ça. Mhm. Mais le rêve, en fait, on était perfusés aux vidéos d'Oussama Hamar, de The Family, de Coup d'État, etc. Parce qu'à l'époque, c'était eux qui vulgarisaient l'entrepreneuriat sur Internet. Il n'y avait que ça. Ou alors, il fallait aller voir du côté des Américains, tu vois, du Y Combinator, etc. Mais tout le monde ne parlait que des startups dans le web avec un business model scalable, etc. Et l'idée, c'était de faire le plus d'argent possible, de revendre sa boîte, ou alors de créer une licorne et tout. Et du coup, nous, on pensait qu'il n'y avait que ça qui existait. Donc on s'est dit, vas-y, on va faire ça. Et on rêvait un peu de tout ça, de richesse, de vendre sa boîte. D'un coup, tu vois, tu te dis, ouais, je deviens millionnaire du jour au lendemain, pourquoi pas. Et on était dans beaucoup de désillusions. Et en fait, il y a plein d'autres manières d'entreprendre qui sont tout aussi intéressantes. Et il y a aussi plein de meilleures raisons d'entreprendre que celle juste de faire de la thune. Même si ça en est une qui est valable, tu vois. Moi, j'ai aucun mal à dire que j'ai envie de gagner de l'argent, tu vois. Ok. Et du coup, au bout d'un moment, ta startup-là, tu te rends compte qu'en fait, ça marche pas. Et tu te rends compte que tu es obligé d'abandonner. Et tu rédiges un article sur Internet Ouais. qui part viral, en fait. Et là, tu as plus de 40 propositions d'emploi. Comment tu te sens à ce moment-là? En fait, le moment où tu réalises que ta boîte va dans le mur et que tu commences à parler à des avocats pour faire une liquidation, etc., c'est hyper dur. Parce que c'est très lié à ton identité, tu vois. Pendant longtemps, tu as été le mec qui avait fondé cette boîte. Donc, mes potes, par exemple, avaient l'identité ingénieur. Ils travaillaient dans une école, enfin, dans un job plus classique, entre guillemets. Et moi, cette identité, je l'avais pas, si ce n'est juste sur mon diplôme, mais comme j'avais jamais travaillé en tant qu'ingénieur, je me sentais pas du tout ça. Moi, je me sentais entrepreneur, donc c'était une identité qui était forte chez moi. Mais quand on t'enlève ton projet, t'es un peu un entrepreneur orphelin. Donc en fait, t'as plus vraiment d'identité propre, quoi. Je me sentais plus ingénieur, plus entrepreneur. J'étais en mode, voilà, qu'est-ce que je fais, quoi. Et ça, c'est assez déroutant et c'est dur à accepter. Et du coup, ouais, j'étais un peu dans. Je me souviens. Tu vois, réouvrir un CV, commencer à mettre mes expériences et de valoriser ça, commencer à postuler. C'est là où j'ai commencé à postuler à l'Agence spatiale européenne et tout. Je me suis dit, peut-être ils cherchent des astronautes, j'en sais rien. Évidemment, je postulais des trucs qui n'avaient rien à voir, tu vois, genre chef de la communication à l'ESA. J'avais rien qu'il fallait pour y aller, tu vois. Mais je voulais absolument pas retourner dans une vie classique, entre guillemets. Okay. Je m'étais dit, vas-y, je vais. Enfin, une vie classique, ça fait rien dire, une vie classique, mais dans un modèle plus traditionnel, on va dire. Et j'avais trop peur de ça. Et un soir, je me suis mis sur mon ordi et j'ai tout lâché dans cet article qui s'appelait On s'est bien planté. Et qui est parti, qui a fait des centaines de milliers de vues, rien que sur mon blog, qui a été repris dans plein de médias, dans Madinès, dans Les Échos, La Tribune, enfin plein de trucs comme ça. Et du coup, déjà, dans le livre, j'ai une phrase où je disais cette start-up qui avait une vie insignifiante a eu le droit à une foule pour son enterrement. Donc ça, c'est cool. Mais bon, d'un coup, tout le monde est au courant que tu as planté ta boîte. Et de l'autre côté, le fait de recevoir 40 propositions d'emploi en genre une semaine, tu te sens courtisé. Et du coup, tu sais que les gens, ils sont plus là pour ton CV ou quoi. Et ça, c'est agréable. Quand ça fait des mois que tu es dans un truc qui va vers le bas parce que tu es dans la liquidation et parce que tu parles à des comptables et à des avocats et tout ça, et d'un coup, les gens veulent que tu viennes à eux et te proposent des choses et des projets et de l'argent et tout ça, et ça rassure déjà énormément parce que j'avais plus une thune sur mon compte, j'étais vraiment à sec, genre j'avais zéro, tu vois. Okay. Et je me suis dit tout n'est pas perdu, en fait j'ai toujours un toit au-dessus de la tête, de quoi manger, et voilà. Ça fait relativiser, tu vois. Ouais, c'est marrant, hein, cet article de blog a eu plus de trafic que le site de la startup en 2-3 ans, quoi. C'est fou. Et du coup, justement, c'est grâce à cet article que tu as donc des opportunités d'emploi. Et là, tu choisis une startup en mode en CDI. Et là, malgré tout, tu sens que t'es pas à ta place, quoi. Ouais, assez vite, je capte que offre hyper séduisante, je monte à Paris, super équipe, des gens brillants, ils avaient tous fait des très très bonnes écoles. En fait, je sais pourquoi j'ai compris un peu a posteriori pourquoi j'ai choisi cette boîte. Ils sortaient tous de Polytechnique et de HEC.
C'était vraiment, ils prenaient que des top écoles, tu vois. Ok. Et moi, j'avais fait une école, c'était une télécom, c'était une bonne école, mais c'était pas les meilleures écoles. Et dans ma prépa, dans ma maths P étoile, les gens avaient fait que des bêtes d'école, tu vois. Et moi, j'avais la plus petite école de tout le lot, parce qu'évidemment, j'avais passé 6 mois, c'était déjà un miracle que j'ai une école. Et je pense que c'était un peu ma revanche, tu vois. Je suis allé là-bas en me disant, ah ben tiens, ils sortent tous des meilleures écoles, et là, on me propose un job juste en dessous des fondateurs, entre guillemets, tu vois, en termes de hiérarchie. Et du coup, j'étais en mode, ouais, j'étais content d'être le seul qui sortait d'une petite école à être là, avec un bon job, avec une vraie mission un peu plus intrapreneur au sein de la boîte, et tout ça. C'était pas mal payé, c'était hyper intéressant aussi, se parler d'IA avant qu'on parle vraiment d'IA, tu vois. Et ouais, je pense que c'était ma petite revanche personnelle. Mais en fait, j'étais pas fait pour être salarié, j'étais pas fait pour la vie à Paris comme ça, faire c'est pas un 9 to 5, c'est un 9 to 20. Ouais. Comme un 9 to 8. Ok. Et puis, ouais, travailler non-stop, en mode focus, tu rentres, il n'y a pas un bruit, tout le monde est à fond et tout. Et moi, je devenais, ouais, je perds des pieds, quoi. Je rentrais le soir, j'allais dans ma douche, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Est-ce que c'est ça ta vie? Ouais, ce que j'appelle ma petite boule noire dans le livre, qui apparaît progressivement, puis après qui te suit partout et qui incarne un peu toutes tes idées sombres, tous les trucs qui sont pas cool et qu'en fait. Mais moi, je l'avais vraiment matérialisé, tu vois. Ok. Déjà à l'époque? Ouais. Très vite, en fait. Je suis arrivé peut-être au bout de 2-3 mois, j'étais dedans, quoi. J'avais cette petite boule noire qui me suivait partout. Ouais, une forme de vide, quoi, de intérieur un peu que tu ressentais, quoi. Ouais. Moi, je l'ai matérialisé comme ça. Je la voyais, quoi. Vraiment, et elle me suivait partout. Et dès que je la voyais, je pensais à des trucs dark, quoi. Tu sais, tous les moments pas cool de ta vie et tout, tous les trucs que tu veux oublier, tu vois. Et ben hop, ça revient. En permanence. Et je sais pas, et j'arrivais pas à m'en défaire. J'étais vraiment dans une dynamique pas fun, tu vois. Mentalement. Jusqu'au jour où tu as une amie qui te propose d'aller au Kirghizistan. Ouais. Et c'est là que tu as le déclic un petit peu, en mode je veux plus de cette vie-là et je veux faire autre chose. Et là, tu as cette idée des 100 challenges à travers le monde. C'est ça? Ouais, alors les 100 challenges à travers le monde sont arrivés un peu après. Ok. Mais ouais, au Kirghizistan, le voyage était lunaire et je me suis dit, ok, en fait, c'est ça ma vie, tu vois. C'est ça que j'ai envie de vivre. Et en revenant à Paris, je me suis dit, ok, là, il y a un truc. Ce que j'explique dans le livre, c'est que ma perception de la petite boule noire a changé. Maintenant, dès que je la voyais, c'était un rappel pour me poser les bonnes questions, pour entrer en introspection, pour prendre des décisions avant que d'autres ne le fassent à ma place. Et là, je me suis mis à écrire, à réfléchir, à lire, à faire plein de choses différentes et à me questionner sur ce que je voulais faire. Et au bout d'un moment, je me suis souvenu que dans un précédent voyage, j'avais noté des idées de trucs, c'est une sorte de bucket list, quoi. Ok. Et puis de fil en aiguille, je te passe les détails, mais j'en suis arrivé à ce projet de relever 100 challenges à travers le monde. Et quand j'ai eu l'idée, et quand ça s'est concrétisé, et quand je me suis mis dans la tête que j'allais faire ça, j'ai fait un rendez-vous, je me souviens, hebdomadaire avec le boss de ma boîte à l'époque. Il a capté direct. C'était un tout petit truc qui avait rien à voir, et je suis arrivé. Il m'a dit, Ulysse, ça va et tout. Moi, je n'avais pas dormi de la nuit, j'étais là en mode. Je crois que je vais partir relever 100 challenges à travers le monde. Ah tiens donc, ok, bon, alors on va voir comment on peut organiser ta sortie. Et en vrai, ils ont été cool parce qu'ils m'ont aidé à sortir proprement. Cool. Et ils n'ont pas cherché à mettre des bâtons dans les roues, quoi, comme peuvent faire plein d'autres boîtes, tu sais, dans les ESN, tout ça. Ok, et là, donc, ça y est, t'as ta quête. Pas facile à assumer, j'imagine, dans l'entourage, de se dire d'un coup, je quitte tout et je pars tout relever 100 challenges à travers le monde. Ben, ouais, non. Bah, surtout que je venais de planter une boîte. Ouais. Donc j'avais enfin retrouvé un semblant de stabilité, un salaire et tout. Et je m'étais remis un peu à flot financièrement. C'est-à-dire que je suis passé de 0 à peut-être 10 000 euros sur mon compte en banque. Tu vois. Ce qui était beaucoup. Genre, c'est une grosse capacité d'épargne. J'ai passé 9 mois dans la boîte. Tu vois. En gros, j'avais un mode de vie où je dépense pas de thunes, moi, mais enfin, pas beaucoup, quoi. Mais enfin, je dépensais pas de thunes. Je dépense plus de thunes. Toujours pas pour moi, mais dans mon business, énormément. Et ouais, tout le monde était inquiet, quoi. En mode, c'est quoi, c'est à Luby encore, il vient de se planter, il a déjà failli se planter en maths P, il a planté sa boîte, et là il va aller faire le clown sur YouTube et voyager en pleine pandémie et tout. Donc ouais, ils étaient tous très inquiets. Et en fait, je me suis rendu compte a posteriori qu'ils projetaient sur moi leurs propres incertitudes et leurs propres limites. Okay. Parce qu'eux avaient peur pour, entre guillemets, s'ils étaient à ma place, ça les aurait fait flipper, donc en fait ils projetaient ça sur moi.
Et moi, j'avais pas peur. C'est, tu vois, où se situe le risque? Pour moi, je pense que le risque, c'était de rester dans cette vie-là et de perdre pied complètement mentalement et de rentrer en dépression, tu vois. Euh, je suis parti, j'avais besoin de vivre, quoi. J'avais besoin de faire d'autres choses. Donc pour moi, c'était salvateur de faire ça. Ok. Et là, du coup, donc là, tu te lances dans tous ces défis-là. Entre autres, tu apprends 1000 décimales de pi, tu te fais piquer par une fourmi balle de fusil pour ressentir une douleur extrême. Tu décryptes les écrits d'une Selmaya et tu pars faire un combat de boxe en Thaïlande. Qu'est-ce qui te motive à faire tous ces défis, en fait? Mais il y a plusieurs moments en fait dans les voyages, tu vois, en 4 ans de voyage, t'as le temps de cheminer, toi tu le sais bien, tu vois, t'as la raison pour laquelle tu pars au début, puis forcément celle pour laquelle tu reviens à la fin. C'est clair. Et au début, j'étais très intéressé par l'apprentissage, je voulais comprendre, je pense que c'était aussi un peu pareil, ma revanche sur l'école, je voulais comprendre les mécanismes du cerveau, pourquoi on sait ce que l'on sait, comment on peut apprendre une grande quantité d'informations comme les 1000 décimales de pi. On s'en fout de 1000 décimales de pi en soi, les gens disent mais c'est quoi l'intérêt? Mais il n'y en a aucun, tu vois. L'intérêt c'est la méthode, c'est de te dire ok, comment est-ce que tu prends un truc qui a aucun pattern, aucune logique intrinsèque, et comment tu mets ça dans ta tête en 3 jours. Et c'est là où j'ai découvert toutes les méthodes d'apprentissage et tout ça. Et en fait, moi j'ai passé 1 jour et demi à me construire des outils mentaux, et après j'apprenais 100 décimales par heure. Et genre en une journée et demie, j'en avais mémorisé 1000. J'aurais pu en faire 3000 en fait en 3 jours de plus, quoi. Sans aucun problème, je pense. Et ça, c'est. Tu vois, j'ai pris conscience de tout ce dont on était capable, du moment qu'on a les bons outils et qu'on est capable de chercher. Et quand on fait ce pas de côté. Parce que moi, on m'avait jamais parlé de toutes ces méthodes à l'école. Pourtant, j'ai fait une école d'ingé, tu vois, j'ai un bac plus 5, je fais maths sup, je fais maths spé, tout ça. À aucun moment, on m'a dit, tiens, tu peux utiliser des images mentales, tu peux faire des palais mentaux, tu peux faire la méthode PAO, tous les frameworks de Tim Ferriss, ces trucs-là, tu vois, c'était inconnu. On me disait, apprends ta leçon. Par cœur, puis t'as interrogé là, et puis si t'as faux, c'est pas bien. Enfin, il y a rien qui va. Mais du coup, là, j'ai pris conscience qu'on était capable de beaucoup plus. Et j'ai voulu montrer que tout peut s'apprendre. Et du coup, genre les 20 premiers challenges, c'était des challenges liés à l'apprentissage, que ce soit de composer une musique, d'apprendre à jongler à 5 balles, de dessiner un visage. Je fais plein de trucs comme ça, tu vois. Et après, au bout d'un moment, j'avais fait un peu le tour. J'apprenais des trucs, c'était cool, mais j'avais plus envie de me mettre autant en avant en mode hey, regarde ce que je sais faire, c'est cool, tu vois. Même si je parlais à chaque fois des méthodes qui me permettaient d'y arriver, mais je me suis dit, bon, ok, j'ai compris le truc, il y a des méthodes qui permettent de faire ça. Est-ce que je peux pas mettre ça au service d'une quête qui est un peu plus grande, qui est un peu plus différente, tu vois. Surtout qu'il y avait des mecs déjà qui avaient signé le sujet, qui étaient très forts, tu vois. Des livres comme Ultra Learning ou autres, même Tim Ferriss ou d'autres gars comme ça. J'étais en mode, ok, est-ce que j'ai envie d'aller les concurrencer sur le marché français? Pas forcément. Ça m'intéressait pas de fou. Et donc à un moment donné, je me suis dit, en arrivant au Costa Rica, que ma quête devait évoluer, tu vois. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait un truc un peu, une étape derrière, c'était de dépasser ces barrières mentales. Et apprendre à apprendre, c'est une première bonne étape parce que ça te permet de te redonner confiance en ta capacité d'apprentissage, ce qui permet d'aller te frotter à des disciplines qui te paraissaient trop éloignées, trop difficiles, trop ambitieuses. Et là, tu te dis, bah non, en fait, j'ai des outils maintenant, donc je vais pouvoir me mettre dans des situations où ça va aller. Et j'ai plus confiance en qui je suis, en mes capacités, et du coup, je peux aller me mettre dans des situations plus inconfortables. Et la fourmi balle de fusil, c'était entre autres une sorte de rituel pour marquer cette évolution de ma quête de tout peut s'apprendre à je veux dépasser mes barrières mentales. À apprendre à se connaître, après ça a continué d'évoluer, tu vois. À aujourd'hui, et maintenant, en fait, c'est pas une quête qui change, c'est une quête qui évolue et qui grandit. Je continue d'avoir ce message de tout peut s'apprendre, j'y crois dur comme fer, je continue d'avoir ce message de dépasser ces barrières mentales, et je suis loin d'avoir terminé tout ça, tu vois, j'en ai encore plein à faire sauter en moi, à explorer sa curiosité, à apprendre à se connaître, et peut-être maintenant j'aimerais bien devenir un maillon fort, tu vois, dans la chaîne des générations, essayer de devenir quelqu'un de fiable, voir si je peux pas construire des choses qui me dépassent un peu plus, qui rassemblent les gens, tu vois, donc ça, c'est une quête qui évolue de fil en aiguille, quoi. Et qui intègre à chaque fois la phase d'avant, quoi. Voilà. Bah, de toute façon, c'est un jeu infini, hein. La quête de sens, t'as jamais terminé. Le but, c'est pas de gagner le jeu, le but, c'est de continuer de jouer. Excellent. Et c'est intéressant de voir cette évolution des quêtes, de voir qu'à chaque fois, chacune intègre l'autre, et au fur et à mesure, toi, tu gagnes aussi en connaissance de toi au fur et à mesure. Et comment t'expliques le fait que ces challenges-là, et en tout cas toute cette quête-là,
a fait disparaître cette petite boule noire? Comment tu fais le lien entre les deux? Petite boule noire, elle a disparu direct. Ouais, direct. Ouais. Le jour où j'ai éteint mon réveil, parce que j'avais plus à bosser pour la boîte dans laquelle j'étais employé. Alors j'étais déjà parti parce qu'il y avait déjà eu le début de la pandémie et du confinement, donc j'étais confiné. Mais mon dernier jour de travail, le lendemain, je me suis réveillé et ma petite boule noire avait disparu et elle n'est plus jamais revenue. En 4 ans. Je ne l'ai jamais revue. Si quelqu'un la trouve, faites-moi signe. Me faites surtout pas signe. Mais Ok. ouais, en fait, elle s'est barrée direct parce que d'un coup, j'avais un projet, j'avais quelque chose qui m'animait, j'avais un truc qui était plus grand que moi. J'étais pas en train de travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre, j'étais en train de travailler pour les miens. Et en fait, c'est ça qui a tout changé. Donc, tu vois, à un moment, je dis soulager les symptômes d'un mal-être, ce n'est pas se soigner. C'est parce que quand j'avais cette petite boule noire, j'étais en mode bon, bah vas-y, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille voir un psy? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je aille dans le développement personnel? Je vais lire tel et tel livre, tel truc. Je vais faire de la méditation et tout ça. Et en fait, non, il fallait attaquer le problème à la racine. Le problème à la racine, c'était mon quotidien. Et une fois que j'avais trouvé une première quête, qui était celle de tout peut s'apprendre, qui après a évolué, mais déjà ça m'a donné un sens à ce que je faisais. Et après, le reste paraît futile, quoi. J'étais beaucoup plus concentré là-dessus et donc je pensais plus à tout ce qui m'embêtait avant, quoi. Donc toi, tu as trouvé cette quête avec ces 100 challenges. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont perdus et qui ont du mal justement à trouver leur quête? Pour ceux qui écoutent, toi tu vends un atelier d'introspection notamment, d'introspection. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est perdu en fait et qui se pose des questions et qui ne sait pas vraiment par où commencer, quoi? Bah déjà de profiter de ce moment. Parce qu'après quand tu t'engages dans une voie et plus tu es reconnu dans ta voie et moins tu peux facilement... Enfin tu peux, tu vois, mais c'est plus difficile, t'as un peu le biais des coûts engagés, quoi. Ouais. Et du coup quand tu sais pas trop où tu vas, bah, c'est génial parce que tu peux aller partout. Tu peux tester plein de choses et moi j'appelle ça les moments de divergence puis de convergence. Quand tu diverges, tu vas essayer plein de choses différentes. Et c'est là où tu peux prendre de la donnée, voir si ça te plaît, si ça te plaît pas. Tu peux tester 15 sports différents, tu peux tester 15 business différents, tu peux faire des offres, t'as rien à perdre à juste tester, envoyer, voir ce qui se passe. De toute façon, les gens ne te connaissaient pas avant, donc c'est pas grave si ça marche pas, ils te connaîtront pas après. Au pire, ils aiment pas, bah, ils s'en foutent, tu vois, ils scrollent et ils te snobent. Bah voilà, bah, profiter de ce moment-là pour s'amuser, tester plein de choses, explorer sa curiosité à fond, documenter et voir aussi si ça résonne chez des gens. Parce que parfois tu fais un truc, ok, puis tu documentes, puis tu partages, et là tu te rends compte que il se passe des choses et tout, et donc ça te motive à peut-être creuser plus loin tel ou tel sujet ou autre. Et voilà, je pense qu'il faut se mettre un peu moins la pression sur cette phase. Je sais que les parents poussent à fond pour trouver tout de suite un job, qu'on se met une pression de fou pour direct avoir une situation stable, acheter une maison, etc., prendre son prêt, tout ça. Et je pense que surtout quand on est jeune, de profiter de cette insouciance, tu vois, en plus t'as pas encore eu le temps de vraiment améliorer ton lifestyle, et donc tu dépenses beaucoup moins d'argent, et enfin moi je sais quand j'étais étudiant, je dépensais 500 € par mois, loyer compris, hein, donc j'étais vraiment, j'avais vraiment pas grand chose, et c'était très bien, hein. Et en fait, quand je suis parti voyager, j'avais pas peur de gagner 500 € par mois, parce que j'étais en mode, c'est pas grave, avec 500 je peux voyager, j'ai un sac à dos, je vais dormir dans un hostel, et c'est très bien. Et d'ailleurs, pendant longtemps, j'ai fait mes 100 challenges à travers le monde. Les premiers, j'étais en phase de divergence énorme. Alors après, j'ai trouvé le hack qui me permet de toujours relier ça à une grande quête qui est ces 100 challenges à travers le monde. Mais chacun différent, c'était que j'avais envie de tester des trucs. Mais ouais, de lâcher prise, tu vois. C'est grave ok de prendre ce temps-là pour soi. Et notamment la vingtaine, cette décennie où franchement, on peut y aller, on peut prendre des risques, c'est ok. Profitons-en, quoi. Ça me fait penser au dernier épisode avec Fanny Nussbaum, que tu connais bien aussi, ouais. Qui parlait de justement en fait d'état d'intelligence. Et en fait, la priorité, c'est vraiment de trouver là où on peut apporter de la valeur, là où on est bon, là où on a des capacités qui résonnent avec l'environnement et qui permettent d'apporter de la valeur. Et je pense qu'à cet âge-là, c'est clairement ça la priorité. Enfin, surtout dans la vingtaine. En tout cas, moi c'est clairement aussi ce que j'essaye de faire, tu vois, de tester plein de choses et voir ce qui résonne ou pas, quoi. Mais moi je suis d'accord avec cette définition de l'intelligence. Moi, c'est un état qui révèle les capacités
Et je pense on a tous à gagner à un peu plus explorer pour trouver sa zone de génie. Moi, je suis persuadé qu'on a tous une zone de génie en nous, mais qu'on ne prend pas assez le temps pour la chercher ou même pour la créer. Parce que tu peux créer ta zone de génie en combinant différentes choses que tu aimes bien, différentes passions, différentes compétences ou autres. Encore faut-il prendre ce temps-là pour soit construire ses compétences, soit les trouver, explorer. Et ouais, trouver sa zone de génie, moi j'aime bien l'idée. Intéressant. Et du coup, justement, tu parlais de partager pour voir aussi ce qui résonne avec l'environnement. Toi, tu étais un peu précurseur de la création de contenu sur LinkedIn notamment, où à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de créateurs comme toi qui documentaient autre chose que la vie professionnelle et de manière très corporate. Comment tu as décelé cette opportunité à l'époque de te lancer sur LinkedIn et de partager tout ce que tu apprenais sur ce réseau? Attends, je sais pas. Je crois que c'est un coup de bol, hein. Ok. Je crois que c'est le premier post où je partage l'article où j'ai planté ma boîte. Ok. Et en fait, ce post a fait 500 000 vues. Alors que j'ai juste dit, on vous parle souvent des réussites, laissez-moi vous expliquer comment nous on a tout foiré, quoi. J'ai juste mis ça, je crois. Le post c'était vers ça, avec l'article, tout ce qu'il faut pas faire. À l'époque, c'était la fête du rich, tu vois. Ouais. Et j'ai mis ça fait 500 000 vues. Et du coup, je me suis dit, c'est incroyable! J'avais tu sais, le pic de dopamine, quand tu fais ton premier buzz, là, t'es là en mode, tu refreshes tout le temps, tu te dis, wow, c'est fou! Chaque fois, je lisais tous les commentaires, et tout, j'étais comme un ouf. Et donc, ouais, je pense que cette première expérience m'a fait me dire, ah bah tiens, il y a un truc qui a joué sur LinkedIn. J'avais jamais eu autant d'exposition. Et donc, après, dans ma boîte aussi, dans la startup dans laquelle j'étais à Paris, je les ai incités à tester des choses sur LinkedIn. C'était une boîte sur le recrutement. Et donc, moi, j'ai commencé à expérimenter sur LinkedIn déjà dans la boîte. Je partageais des choses, je faisais des trucs et tout. Et j'avais des posts qui marchaient un peu, tu vois. Et après, quand je me suis barré, j'ai juste continué. Mais au début, c'était pas très structuré. Je publiais des vidéos YouTube, 2-3 trucs, 2-3 posts de temps en temps. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à prendre ça sérieusement et me dire, en fait, il y a peut-être un vrai truc à jouer sur LinkedIn. Et j'ai commencé un peu plus travailler mon branding, un peu plus dans ce délire d'explorateur et tout ça. Et après, j'ai commencé à créer un format qui s'appelait les séries d'aventures. Ça, c'était la première fois, mais ça, c'était plus tard. Tu vois. C'est quand je suis allé dans le désert, dans le Sahara, en Mauritanie. Et là, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais pas faire un post sur un sujet, mais je vais créer une série où je vais raconter d'un point A à un point B. En mode, ok, je suis parti marcher 7 jours, voilà tous les sujets qui sont liés à cette quête-là. Ça pouvait être le rituel du thé, les villes dans lesquelles on passait, un peu sur le guide, un peu sur les chameaux de bas, ce genre de choses, tu vois. Un peu sur comment le temps s'écoule dans le Sahara, un peu sur la monotonie du voyage ou d'autres choses comme ça. Et en fait, ça a plutôt bien marché, ça fait presque 1 million de vues en, je sais plus combien il y avait de posts, une dizaine de posts. Et ça m'a motivé, et après j'ai continué d'expérimenter comme ça. Je suis parti faire l'Europe en train, pareil, j'ai fait la même chose, pareil, je faisais à peu près 100 000 vues par post, tu vois. Après je suis parti faire le combat de Muay Thai, pareil, j'ai dit ok, dans 1 mois je fais un combat de Muay Thai, et tous les jours je documentais, je publiais, au total j'ai dû publier, je sais pas, une trentaine de posts, ça a fait 2 millions de vues. Et après je fais pareil avec l'Antarctique. Et en fait à chaque fois que je faisais une série, je professionnalisais entre guillemets un peu plus l'approche. Tu vois, en Antarctique, j'avais changé ma bannière, j'avais changé ma headline, je faisais tout en mode je vous emmène en Antarctique, j'ai prévu une trentaine de posts, abonnez-vous, je vais vous raconter ça au quotidien. Et ça a vachement bien marché. Ok. Et ça serait ça le secret de tes posts pour cartonner sur LinkedIn? Je sais pas, c'est pas forcément mes plus gros posts. Mes plus gros posts c'était un peu avant, quand je voulais foutre le feu partout et que j'arrivais avec un sujet clivant. Et j'ai fait des posts qui ont fait plusieurs millions de vues. J'ai fait plusieurs. Où je cherchais, j'en avais vraiment, j'envoyais des dingueries quoi. Mais parce que j'étais addict aux vues et à la dopamine et tout ça. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, mais c'est pas forcément comme ça que tu crées une certaine crédibilité et que tu t'établis vraiment comme étant. Il y a une différence entre être connu et être reconnu, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai mesuré un peu le coût d'opportunité. Je me suis dit, ok, peut-être ce poste, il peut mettre le feu aux poudres, là, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors, ça m'amène peut-être 2000 abonnés, c'est cool, ouais, mais. C'est quoi tu vois, est-ce que je ne perds pas en crédibilité auprès de plein d'autres gens qui aimaient bien mon style jusqu'à présent? Et dans ces séries d'aventures, là j'ai trouvé un peu ma niche qui fonctionne, quoi. Et donc je faisais pas forcément plus de vues, par contre je transformais beaucoup plus en abonnés. Les gens étaient en mode je suis ce gars parce qu'il m'emmène dans un truc là et je vais même lire ses posts après à la chaîne parce que je lis ça comme une histoire et tout. Et ça ouais.
je pense que ça a beaucoup mieux fonctionné. Ça m'a permis aussi de m'installer dans une niche qui m'était propre. Ouais, tu as même créé ta méthode, la méthode explorateur, pour aider les gens à se lancer sur LinkedIn. Tu peux nous parler de la philosophie de la méthode, parce qu'en fait c'est vraiment basé sur quelque chose qui est un peu récent pour en tout cas les anciennes générations, le fait de développer sa marque personnelle comme on dit sur LinkedIn, en tout cas de documenter ses apprentissages. Est-ce que tu peux nous parler de cette méthode et de ta philosophie un peu sur la création de contenu? La philosophie de la méthode, c'est de transformer sa vie en film et d'en partager le script. C'est une phrase que j'aime beaucoup et en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça mêle le développement personnel entre guillemets avec la création de contenu. Et tu as un peu deux postures que tu peux avoir. Tu as la posture de l'expert, ce qu'on voit partout, tout le temps, notamment sur LinkedIn. Les gens vont te dire, voilà ce qu'il faut faire. Et tu as la posture de l'explorateur où tu prends un peu de recul et tu dis, voilà ce que j'ai fait et voilà ce que j'ai appris, plutôt que voilà ce qu'il faut retenir. Tu vois. Et je me suis dit, tiens, en fait, c'est pas arrivé d'un coup. C'est au bout d'un moment, à force de faire, à force de tester, je me dis, en fait, je préfère les posts que j'écris quand je suis pas clivant, je préfère les posts que j'écris quand je raconte mes propres expérimentations, je préfère mettre en valeur des gens plutôt que juste dire, plutôt que de taper sur d'autres, tu vois. Et à un moment donné, j'ai pris un peu cette tangente et ça m'a beaucoup plu et j'étais juste plus à l'aise là-dedans. Et je me suis dit que ça amenait aussi un petit vent de fraîcheur et puis ça me permettait de me mettre en opposition, tu vois, un peu avec ce qui se faisait. Et donc le but des réseaux sociaux aussi, c'est de se différencier. C'est pas forcément d'être le meilleur, c'est d'être, tu vois, c'est de sortir du lot. Et c'est comme ça qu'est née la méthode explorateur. Après, j'ai beaucoup analysé ce qui avait bien marché pour moi, ce qui avait moins bien marché. J'ai essayé de théoriser un petit peu tout ça pour avoir une approche très claire qui part de ton histoire. À partir de ton histoire, tu vas déterminer ta quête. À partir de ta quête, tu vas déterminer ta ligne éditoriale. À partir de ta ligne éditoriale, tu vas déterminer ton branding. Parce que de ta quête, par exemple, une fois que tu as bien réfléchi à ton histoire, tu as des indices sur ta curiosité, sur ta personnalité, sur tes compétences, sur différents éléments déclencheurs, sur une situation initiale, une résolution, etc. Et de ça, tu dis, voilà mon grand combat, voilà ma quête. Moi, je vais relever 100 challenges à travers le monde, par exemple, pour dépasser mes barrières mentales. Après, quand tu as ta quête, là, tu vois, on est déjà dans l'introspection. C'est là où je fais le lien entre mes deux univers. Je pense que c'est ce qui me caractérise, tu vois, par rapport à d'autres qui vont dire, si tu veux percer sur les réseaux, fais ça. Moi, je dis, ok, t'as ta quête, à toi de réfléchir, tu vois, qu'est-ce que c'est cette quête? C'est quoi tous les sujets qui gravitent autour de cette quête? Tu vois, l'apprentissage, on en parlait tout à l'heure, le fait de parler des peurs, tout ça, moi, c'est des sujets qui sont propres à ma quête, par exemple. Après, quels sont tes ennemis? Qui sont ceux qui viennent freiner ta quête? Moi, au début, mes ennemis, c'était beaucoup un peu l'école, un peu le salariat, un peu la vie par défaut, etc. Après, maintenant, j'ai essayé de moins taper sur mes ennemis, tu vois, me dire, en fait, est-ce que j'ai vraiment des ennemis? Mais ça aide quand même à te trouver un positionnement qui est clair. Et voilà, et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, j'ai méthodifié tout ça, quoi. Et expliquer comment j'organisais mes séries d'aventures, comment je travaillais mes headlines, ma photo de profil, ma bannière, etc. Et puis ça marche super bien, parce que tous les gens qui utilisent la méthode font des énormes cartons, parfois plus que moi. Et c'est trop bien, quoi. Enfin, moi je suis trop content de voir ça, et puis je trouve que ça amène un vent aussi un peu de fraîcheur, un peu différent sur LinkedIn. Plutôt plutôt que de toujours la ramener en mode voilà comment faire 10 000 € par mois, dire je fais ça, j'ai fait telle expérimentation, je fais tel voyage, voilà ce que j'ai appris, faites vos propres trucs et puis tirez-en vos propres conclusions, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'après, en fait, ça déclenche après plein de choses, en fait, à partir de cette création de contenu. Du coup, on va attirer des gens qui nous ressemblent, ça va permettre aussi de montrer les compétences qu'on a, les connaissances qu'on acquiert. Il y a vraiment pas mal de choses, en fait, de bénéfices qui sont à la fois aussi même personnels, parce que même le fait de décrire, ça aide à clarifier ses idées, etc. Et en même temps, il y a tous ces bénéfices extérieurs, donc c'est vrai que moi aussi, ça m'a changé beaucoup de choses de commencer à publier sur LinkedIn. Donc je recommande aussi à tout le monde de s'y mettre, quoi. Ça fait peur, hein. Moi je sais que c'est pas forcément naturel et c'est bizarre d'avoir autant d'exposition, bien sûr. Autant d'exposition et gérer le regard des gens et je dis pas que c'est facile, mais en tout cas c'est vrai que c'est assez, c'est vecteur de changement. C'est ça, c'est bien résumé et c'est vrai que il y a vachement un avantage à le faire aussi, notamment sur LinkedIn, parce que les gens n'osent pas le faire sur LinkedIn, parce que justement sur LinkedIn, quand le moindre fait des gestes que tu fais sur LinkedIn, tu sais que ton réseau va le voir, et c'est souvent ton réseau pro, etc. Donc il y a un avantage. Mon patron, mes collègues et tout là. C'est ça, donc c'est vrai qu'il y a un avantage, parce que du coup il y a beaucoup de gens qui sont sur LinkedIn, mais peu de créateurs, je pense, par rapport Il y a un gros gâteau à se partager. C'est ça. Et il y a une difficulté peut-être qui peut apparaître quand, en tout cas, on utilise les réseaux sociaux dans sa vie pro, c'est d'un point de vue santé mentale.
Que ça soit, tu vois, de consommer un peu de manière addictive le contenu, de regarder les likes, éventuellement des haters. Est-ce que tu as des conseils pour préserver toi, ta santé mentale ou des choses que tu fais toi en particulier qui te permettent de préserver? Ouais, carrément, il y a tout un module de formation sur ça dans la méthode explorateur. Parce que moi je suis passé par des phases où j'ai pas toujours bien géré. Mes premiers buzz, par exemple, je répondais à tout le monde. En fait, c'est mathématique, il y a un moment donné où quand tu fais 1 million de vues, par exemple, ça sort forcément de ton cadre de référence. C'est-à-dire que ça va atteindre des gens qui pensent pas comme toi. Et du coup, tu t'adresses pas forcément à ces gens-là. Mais eux, ils vont le prendre personnellement, ils vont te rentrer dedans. Et donc, ça demande vraiment du recul de pas rentrer dans ces débats-là, tu vois. Donc, premièrement, ça a été de conscientiser ça. De se dire, ok, dans tous ces gens-là, il y en a plein, peut-être même parfois avec des pathologies mentales qui vont me rentrer dedans. Est-ce que j'ai vraiment envie d'argumenter avec quelqu'un? Si quelqu'un venait me prendre la tête comme ça dans la rue, est-ce que je le ferais? Deuxièmement, est-ce que je m'adresse à cette personne-là? Est-ce que j'écris pour lui? Moi, souvent, j'écris pour mon moi d'il y a 5 ans. Donc, si j'ai un vieux de 60 balais qui a jamais quitté le salariat, qui vient me prendre la tête, je suis en mode, ok, good for you, mais en fait, c'est pas le but de ce que j'écris, c'est pas que ça résonne chez toi, c'est que ça résonne plutôt à ceux qui se sentent dans la même configuration que ma situation initiale il y a peut-être 4-5 ans, et chez qui je peux provoquer un déclic, parce que pour moi, ça a eu beaucoup d'impact, tu vois. Donc il y a ça. Après, il y a de se rendre compte aussi que chez les gens qui critiquent, il y a aussi pas grand monde qui fait des trucs intéressants, tu vois. Donc c'est de se dire, plutôt que de s'énerver, d'avoir de la colère, et c'est d'avoir peut-être un peu plus de compassion et de se dire, merde, alors qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour que cette personne prenne autant de temps pour venir m'emmerder, quoi, et dénigrer mes projets. Après, il y a aussi le côté dopamine, tu sais, qu'on parle quand tu sais, les circuits de récompense aléatoires quand tu es sur les réseaux sociaux, tu scrolles tout le temps parce que tu dis peut-être que le prochain TikTok pourrait être incroyable. C'est pareil sur Tinder, peut-être que la prochaine elle pourrait être incroyable. C'est peut-être la femme de ma vie, tout ça. Et donc c'est pour ça que tu t'arrêtes jamais de scroller, de machin, de regarder. Et ça, c'est le même mécanisme qu'au casino qui te pousse à tout le temps jouer parce que demain, ou le coup d'après, tu pourrais faire péter le gros lot, quoi. Et quand tu es créateur, c'est encore pire parce que tu publies un post et donc tu es en attente de validation et tu sais pas si oui ou non il y a des likes qui vont arriver. Donc tu refreshes toutes les 5 minutes parce que tu veux savoir si oui ou non ton post va marcher, s'il y a des gens qui arrivent, qui commentent, si c'est positif ou pas. Et ça, c'est dangereux, tu vois. Et en vrai, s'en prémunir au début, c'est super dur. Je pense qu'à un moment donné, il faut vivre son premier buzz, il faut vivre son premier bad buzz, il faut vivre ses premiers haters, il faut vivre tout ça. Et il faut l'accepter pour pouvoir transcender un petit peu. Et ce qui m'a beaucoup aidé après pour passer dans cette deuxième phase, c'est m'entourer de gens qui faisaient pareil. Tu vois, rencontrer des créateurs qui s'exposent, rencontrer des créateurs qui prennent de la haine de temps en temps, et se dire, ok, en fait, ça fait partie du jeu, c'est normal. Et ça veut pas dire que moi, aujourd'hui, j'en suis complètement immunisé, beaucoup plus. Vraiment, si quelqu'un vient m'écrire un truc en DM ou quoi, ou sur un commentaire... si je vois que c'est pas constructif, juste je supprime, je bloque, j'en ai sur rien à faire, quoi. En revanche, là je sors un livre, si quelqu'un vient démonter mon livre sur Amazon, ça va me faire chier, tu vois, parce que j'ai passé 1 an de ma vie à l'écrire, et que j'ai mis énormément d'énergie, et que c'est quelque chose d'important pour moi, et je sais que je vais avoir beaucoup plus de mal à relativiser, quoi. Après ça peut arriver que quelqu'un n'aime pas ton livre, tu vois. Ça fait partie du jeu. Et j'ai envie de dire, si quelqu'un lit mon livre alors que j'étais pas du tout dans son cadre de référence, c'est presque une bonne nouvelle. Ça veut dire que le livre a vraiment dépassé et ça atteint plein de gens et c'est trop bien, tu vois. Donc c'est toujours des manières de rationaliser, mais c'est pas simple. Ça fait partie du jeu aussi. C'est les bons aspects et les mauvais aspects de la vie de créateur, quoi. Et ouais, tu l'as mentionné justement, l'importance de s'entourer. Comment on trouve sa tribu quand on change un petit peu, quand on change de mode de vie, quand on change de secteur, etc. Comment toi t'as fait pour trouver ta tribu? Je sais pas s'il y a de méthode miracle, mais moi ce que j'ai fait c'est j'ai contacté des gens qui m'inspiraient et qui me ressemblaient, ou à qui j'avais envie de ressembler, en essayant de leur apporter quelque chose à chaque fois. Parce qu'en fait il y a toujours un jeu d'équilibre, surtout quand t'es créateur ou t'es très sollicité, c'est pourquoi est-ce que je te donnerais de mon temps. Et ça il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas. Moi je reçois beaucoup de messages de gens qui me demandent du temps, alors qu'ils m'ont rien apporté, tu vois. Et on pourrait dire, lui c'est un connard, t'es pas altruiste et tout. Non mais en fait quand tu reçois 100 messages par jour, tu peux pas être altruiste avec tout le monde. Enfin, je veux bien aider 1 ou 2 personnes, mais à un moment donné, soit je passe ma vie à faire des appels avec des gens
qui me propose des choses et voilà, soit tu choisis quoi. Donc moi ce que je faisais c'est que je contactais les gens en leur disant bah, voilà ce que je peux t'apporter, voilà ce que j'ai vu, ou voilà pourquoi je pense qu'on a un intérêt commun et essayer de connecter. Ce que j'ai beaucoup fait moi c'est organiser des co-living. Je louais un lieu dans lequel je mettais une activité cool comme faire de l'apnée par exemple. J'avais fait ça avec Stéphane Taureau qui est vice-champion du monde d'apnée, avec qui je m'étais fait pote. Je l'avais rencontré en Turquie à tout hasard dans un voyage où j'arrive dans un petit village turc, il y a les championnats du monde de freediving là-bas et du coup je me fais pote avec l'équipe de France. Bref, et du coup Stéphane Taureau qui est vice-champion du monde, qui est un athlète français incroyable, qui vit à Tenerife, organise un stage d'apnée à Tenerife et là je me dis bah tiens c'est l'occasion, je vais louer une grande villa à côté, je vais inviter 10 potes créateurs, entrepreneurs et je vais dire aux gens hey, salut, je kiffe ce que tu fais, etc. J'aimerais bien te rencontrer. Écoute, tel jour, il y a 10 autres personnes qui te ressemblent qui seront là. On va aller faire de l'apnée avec le vice-champion du monde. Est-ce que t'es chaud? Et en fait, les gens viennent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent ce genre d'initiative. Et c'est trop bien. Moi, si tu me contactes avec des genre de trucs, je peux dire oui, quoi. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc j'ai commencé à faire ça plusieurs fois. Et je me suis construit petit à petit ma tribu comme ça, quoi. Et aujourd'hui, je pense que peut-être 80% des gens de mon cercle 1 et 2, c'est des gens que j'ai rencontrés dans les 3 dernières années. Ok, ouais. Donc intéressant, c'est le principe de réciprocité en fait. Tu arrives avec quelque chose à apporter à l'autre personne, c'est logique si tu lui demandes quelque chose. Ça fait partie des règles un peu sous-entendu des relations humaines depuis toujours en fait. Bien sûr. De réciprocité, même dans le vivant, c'est démocratisé. Ouais. Et du coup, ce livre, alors, 1000 jours en quête de sens, une odyssée moderne, pourquoi tu te tenais à écrire ce livre? En fait, il m'a appelé quand je suis revenu en Antarctique. Ça faisait longtemps que j'étais contacté par des éditeurs qui me proposaient d'écrire un livre. Pas forcément les éditeurs que je voulais, c'est surtout je pense parce que j'avais des abonnés, mais je sentais que c'était pas le bon moment, que j'avais d'autres choses à vivre, j'avais pas du tout mûri mes réflexions, etc. Et à un moment donné, quand je suis revenu d'Antarctique, j'ai eu un appel du format long, de creuser le pourquoi des choses, de comprendre pourquoi j'avais fait tout ça, de me dire ok je viens de relever je sais pas combien de challenges dans je sais pas combien de pays, pourquoi... Alors je m'étais fait une histoire dans ma tête que je racontais partout, mais est-ce que c'était la vraie histoire, tu vois? Et j'avais besoin de me poser, j'avais besoin de tout remettre à plat et de réfléchir et d'aller beaucoup plus loin dans mes réflexions, de creuser un peu plus dans mon enfance, dans mes relations, dans ma relation avec ma mère, avec mon père, avec ma famille, etc. Et ouais, donc c'était cet appel, moi j'aime bien l'introspection, donc et je pense qu'il n'y a pas d'exercice plus puissant que d'écrire un livre, surtout sur ta vie entre guillemets, même si dans le livre je me sers de mes aventures pour raconter les différentes quêtes de sens de tous ceux que je rencontre en chemin, tu vois, tous les différents mentors, tous ceux que je croise. On parlait de Stéphane Taureau par exemple, je raconte un peu son parcours dans le livre, tu vois. Mais c'est et puis aussi se nourrir des expériences de tous ces gens-là, essayer de me dire ok, alors à chaque fois qu'est-ce que j'ai appris de cette rencontre-là, pourquoi ça a modifié ma trajectoire, pourquoi je suis parti dans tel pays au lieu d'aller dans celui-là, pourquoi je suis allé faire cette expérience, qu'est-ce qui m'a amené dans un stadium de Muay Thai dans le sud de la Thaïlande devant des centaines de personnes, qu'est-ce que je cherchais à ce moment-là, tu vois. Et donc ouais, c'était un appel qui était très fort, c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai besoin de comprendre. Et donc pareil, ça reste quelque chose qui à la base est très personnel et c'est comme la création de contenu, c'est comme relever 100 challenges à travers le monde. Ça peut paraître très égocentrique et ça l'est d'une certaine manière, mais c'est quand tu prends vraiment le temps de t'explorer et d'être vraiment bien dans tes baskets et de comprendre pourquoi tu fais les choses, que tu peux rayonner positivement après sur ton entourage. Et là je le vois, tu vois, moi, mes contenus je l'ai pas fait pour les gens, je l'ai fait pour moi, tu vois. Ça m'aidait à apprendre au début et tout ça. Et là quand je vois que ça déclenche, comme l'atelier d'introspection, plein d'histoires folles, de gens qui partent et qui vivent des expériences de fous, et qui racontent, qui lancent des projets, des entreprises, des podcasts, plein de choses. Moi, c'est incroyable, mais j'avais sous-estimé à quel point ça me donnerait de l'énergie. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais c'était pas la raison première pour laquelle je l'ai fait. Et c'est pour ça que je pense que l'altruisme vient de l'égoïsme. Tu vois, si t'es vraiment mal dans ton quotidien, tu peux inspirer personne. Et moi, quand j'étais pas bien dans ma vie à Paris, je pense que j'étais pas une relation saine pour les gens.
Hmm. Et on voit que tu as beaucoup évolué depuis les débuts de ton voyage. Aujourd'hui, tu as d'autres priorités, enfin, il y a eu une vraie évolution. Quels sont tes projets et tes priorités maintenant, aujourd'hui, là, en 2024? Ben là, bon là, il y a la promo du livre, mais après ça, j'ai une grosse préparation physique. J'avais besoin, je pense, après le livre, où ça m'a amené assez bas en termes de niveau d'énergie physiquement et mentalement. J'étais très bas à la fin de l'écriture, ça m'a vidé de tout ce que j'avais en fait. J'ai laissé une petite partie de moi quand même à l'intérieur. Mais c'est bien, j'ai compris énormément de choses en écrivant ce bouquin, sur moi, sur les autres, sur mon environnement. Et donc là, je suis dans une phase où je me reconstruis un peu un physique et un mental plus fort pour pouvoir partir dans de nouvelles aventures encore plus ambitieuses. Et donc ça, c'est le premier point. Donc là, j'ai un gros objectif sportif. En novembre, je participais à l'Aerox Paris. Donc un Aerox, c'est une course de fitness avec 8 km de course et à chaque kilomètre, il y a une épreuve physique assez hardcore. Et alors pour te dire, j'ai fait un Aerox blanc, c'est-à-dire j'ai testé comme ça de but en blanc, sans aucune préparation. J'ai mis 2 heures pour le faire, ce qui est un très mauvais temps. Mais déjà, je l'ai fini. C'est comme tu te dis, j'ai jamais couru, je vais aller faire un semi-marathon juste pour voir. Et après, dans 6 mois, je refais un pour voir la différence. Bah voilà, c'est ce que j'ai fait, ce qui est complètement débile quand tu t'entraînes, mais moi, pour des questions de documentaire, je voulais absolument en chier au début et voir après l'évolution. Donc là, moi, je dis c'est de le faire en moins d'1 heure et demie. Je sais pas si je vais y arriver, mais le fait, tu vois, de m'engager publiquement à le faire et d'annoncer un temps, bon, bah, ça me motive à me bouger les fesses, quoi. Faut que je me mette à la course. Bon, bref, j'ai déjà pris 8 kilos, là, je pense, je sais pas, en 2 mois, quelque chose comme ça. Je suis parti de 74, 75 kilos, je suis déjà à 82 kilos. C'est énorme. Il va falloir que je prenne pas trop si je veux, parce qu'il faut que je cours aussi. Mais déjà, je voulais reprendre un peu de masse et me sentir mieux dans mon corps. Là, je trouve que j'ai un poids qui est pas mal. Et voilà. Après, de manière plus, justement, un peu plus collectif, j'ai très envie de construire un village. Donc là, je m'investis dans un endroit qui s'appelle la Maison des Créateurs, qui a été fondée par Kylian Talin et Laetitia Talin, sa femme, en Charente-Maritime, qui est un lieu avec plusieurs chalets, et des gîtes et tout, qui permettent d'accueillir des créateurs, des créatifs aussi, des artisans, des artistes, etc. Dans un lieu à la campagne, dans la nature, c'est magnifique. J'ai passé pas mal de temps cette année, l'année dernière aussi. Et là, je vais acheter un petit bout de terrain là-bas, je vais construire une tiny house là-bas, et avec d'autres potes aussi qui vont construire aussi leur propre tiny, donc avec Victor Apchi, avec Armand Amini. Et on va aussi organiser en septembre le festival des créateurs là-bas pour réunir plein de gens, pour avoir plein de bonnes vibes, plein de bonnes ondes, plein de trucs cool, ça va être trop bien, on va faire des expériences spirituelles, faire du yoga, du breathwork, de l'inner dance. Kylian il veut ramener des cracheurs de feu, moi j'aimerais bien ramener un tailleur de pierre, enfin bref, ça va être trop cool. Incroyable. Et ça c'est ma première étape vers le fait de... Tu sais, on parlait de tribu tout à l'heure, au début je voulais créer une tribu, après c'était fédérer ma tribu, maintenant c'est pareil, c'est installer ma tribu. Et donc là c'est un premier pied vers ça, et moi je rêve aussi après de créer mon propre lieu comme ça. Trop bien. Donc là je prends de l'expérience là-bas, et j'adore y aller, c'est trop bien. Je sais pas, le lieu permet de ralentir, j'ai rien sur mon agenda quand je suis là-bas, je suis avec mes amis, je profite de la nature, des échanges, du temps long, de relire, de courir après Patouf le chien sourd, et c'est trop bien quoi. Trop bien. Moi je me vois vivre là-bas, en fait. Enfin, dans un écosystème de ce type-là. Je ne vois pas vivre en ville à Paris ou autre. J'ai envie de remettre beaucoup plus de localité dans ma vie et de remettre un sentiment d'appartenance. J'adorerais m'inscrire à une petite équipe de foot et aller perdre le dimanche, mais c'est marrant quoi. Et tu perds ensemble, et puis quand tu gagnes, c'est trop bien. Et peu importe, tu vois, l'objectif, on s'en fout d'aller en Ligue 1, on veut juste être premier de la 12e division parce qu'on vibre ensemble, quoi. Bah ça, dans mes voyages, je l'avais pas trop. C'était plus solitaire, donc tu rencontres plein de gens passionnants, mais tu les quittes assez vite. Donc, ouais, je crois que je fantasme ça peut-être un peu trop. Non, mais c'est vrai qu'on en a besoin, en fait, aussi. On s'en rend compte quand on a voyagé seul aussi. Au bout d'un moment, quand on passe vraiment du temps seul, ça manque aussi ce sentiment d'appartenance. C'est vraiment aussi ancré dans notre ADN, je pense, d'Homo sapiens. Donc je te comprends. Ouais, on vit en tribu. Exact. Ulysse, après 1000 jours en quête de sens, est-ce que la vie a un sens? Oui. Oui? Tout semble indiquer qu'il s'agit du chocolat. Non, je sais pas. Tu sais pas? Je sais toujours pas. Je suis agnostique sur le fait qu'elle ait un sens intrinsèque. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait une réponse miracle à ça.
au sens de la vie. Et j'aime bien l'idée que c'est de notre responsabilité de créer du sens dans nos vies tous les jours. Je parlais tout à l'heure de jeu infini, tu vois, je pense pas que la vie, c'est un problème à résoudre, je pense que c'est un paradoxe à expérimenter, c'est parce que j'aime beaucoup de Derek Sivers. Et ouais, donc c'est à nous chaque matin de se dire quel est le sens que j'ai envie de donner à ma journée et comment je peux mener une vie plus intentionnelle, plus alignée. Et, et peut-être que c'est le chocolat. Peut-être qu'on se prend la tête pour rien. On va arriver aux 4-5 dernières questions de ce podcast. Quelles sont les personnes qui t'inspirent le plus? Bah, tiens, j'ai parlé de Derek Sivers, c'est l'un des écrivains que j'aime le plus. Là, il va sortir un livre qui s'appelle Useful Not True. J'adore l'idée. J'ai pas lu encore, mais rien que l'idée de dire, ok, il y a des choses qui sont pas vraies, mais ça peut être utile. Ah, ok. Peut-être que la religion rentre dans ce cadre. Je sais pas. Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, ça peut être utile pour plein de gens. Tu vois, ça peut leur donner un sens, ça leur permet de vivre une vie plus alignée, plus vertueuse. Bah, tant mieux. Ou pas, hein, mais là, on cherche les choses qui sont useful, donc utiles. Et puis il a écrit un livre que j'adore qui s'appelle How to Live aussi. Donc, donc comment vivre, 27 réponses contradictoires et une conclusion bizarre. C'est vraiment bizarre, mais que j'aime beaucoup. C'est de là que donc, je tire cette phrase qui est la vie n'est pas un problème à résoudre, c'est un paradoxe à expérimenter. Donc Derek Sivers m'inspire beaucoup. Miyamoto Musashi m'inspire beaucoup. C'est un samouraï qui a vécu à l'ère d'Edo et que je trouve assez fascinant. Il a écrit le Dokodo, qui est 12 principes de vie qui me régalent un peu. D'ailleurs, il y a beaucoup de principes très similaires au stoïcisme à l'intérieur, c'est assez marrant. Mais j'aime bien étudier en ce moment je suis tombé dans les biographies il y a pas longtemps et j'adore me plonger dans les biographies de gens qui ont vécu il y a longtemps. Là, je viens de finir celle de Marie-Antoinette, mais juste avant, j'ai fait celle de Magellan. Et pareil, j'ai trouvé ça hyper inspirant, celle de Magellan. Ça, c'est un gars qui m'inspire. Lui, il se dresse face à son destin. Tu vois. Lui, il se révolte. C'est pas un résigné. On lui dit, tu peux pas. Il dit, c'est pas grave, je vais aller voir l'autre pays à côté. Tu vois, on peut faire le tour du monde. Il n'y a pas de problème. Ouais. Excellent. M'inspire beaucoup Magellan. Je suis plus inspiré par les gens morts que les gens vivants, quand même. Oui. Ouais. Et justement, est-ce que tu as un livre ou une ressource qui t'a particulièrement marqué et que tu aimerais nous partager? Et bah la biographie de Magellan de Stefan Zweig. Okay. C'est pas juste Magellan, trop bien, mon livre de l'année. Voilà, j'en parle partout en ce moment, mais j'aime trop ce livre. Trop bien, on prend note. Voilà. Et j'ai lu il y a pas longtemps aussi un autre livre qui m'a bien plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre de développement personnel qui m'a plu. Où je me suis dit, tiens, c'est pas juste du réchauffé d'autres trucs. Et c'est pas 150 pages d'exemples, 50 pages de concepts et 100 pages on te vend le concept. C'était un livre de Kamal Ravikant, le frère de Naval, qui s'appelle Living Your Truth, je crois. Quelque chose comme ça. Ou Living Your Truth, je sais plus. J'ai pas le nom en français, je l'ai en anglais. On mettra le lien dans la description. Hyper intéressant. L'idée, c'est de trouver sa vérité et de s'engager dans sa vérité. Et les gens les plus passionnés, tu vois, je prends un exemple, par exemple Brian Johnson, le gars qui a investi des millions pour pour ralentir son processus de vieillissement et même peut-être pour rajeunir et pour vivre jusqu'à 200, 300 ans, 1000 ans, on n'en sait rien. Lui, il a trouvé sa vérité. Sa vérité, c'est Don't Die. Tu vois, quand tu vas sur son site internet, il y a des panneaux de partout avec marqué Don't Die. Et donc tout ce qu'il fait, c'est comme trouver sa quête un petit peu. Mais voilà, donc j'aime beaucoup. Donc lui, sa vérité à lui, à Kamal Ravikant, c'est Loving Myself. Donc c'est s'aimer soi-même. Et il explique pourquoi ça débouche à plein de choses intéressantes derrière, et notamment auprès des autres. Quel conseil tu donnerais au Ulysse de 20 ans? Et ben, là, il y a 10 ans en arrière, lâche l'école. Je pense d'explorer sa curiosité, de la documenter. C'est le conseil, tu vois, comme on disait tout à l'heure, d'être OK avec le fait d'entrer en divergence et je lui dirais de ne pas avoir peur de prendre des risques. Qu'en fait, le risque, il est relatif et qu'il a toujours un toit au-dessus de la tête, il a une famille qu'il aime et qui va l'accueillir, il aura de quoi manger, même si c'est la grosse galère, même s'il n'a pas une thune. Et voilà, donc de ne pas avoir peur, quoi. Ou d'avoir peur, mais d'embrasser cette peur. Qui aimerais-tu voir dans le podcast? Est-ce que tu as des idées de gens qui pourraient intervenir dans Sagesse Moderne? Sagesse Moderne. Et ben, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré... ça peut être rigolo de l'inviter elle. J'ai rencontré Valentine, qui est
qui fait de l'inner dance. Donc Ok. l'inner dance, c'est de l'activation de l'énergie vitale. Et Valentine, elle revient d'un long voyage en Inde. Elle travaille chez L'Oréal jusqu'à présent, et là, elle a tout plaqué pour aider les gens à se reconnecter à leur corps et à leur moi profond. Et donc j'y suis allé, j'ai fait une première séance, j'en refais une deuxième dans pas longtemps là. C'est 1 heure où elle a une sorte de protocole, et puis après tu t'allonges et juste tu te laisses aller. Il n'y a pas d'exercice de respiration comme dans le breathwork ou autre. C'est vraiment tu te laisses aller, tu as de la musique, tu as les yeux fermés. Et pendant 1 heure, tu vois ce qui se passe. Et il se passe beaucoup de choses pendant 1 heure. Ok. Moi j'ai passé, je pense, la moitié, 2/3 de la séance en transe. Ok. Je suis passé par tous les états possibles, j'ai vécu plein d'émotions différentes, je me suis mis à pleurer, à rire, j'ai ressenti l'amour, le désespoir, enfin, c'était assez très intense. Alors je sais pas dans quelle mesure je suis très réactif à ça, mais très 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 intéressant l'inner dance. Et je parle de ça, moi je suis très cartésien, hein, je suis ingénieur, mais force est de constater dans mes voyages j'ai vu plein de choses, plein d'expériences différentes. Et ça, l'inner dance, c'est une de celles qui m'a le plus marqué. Alors, il y a un autre mot qui revient beaucoup à la mode en ce moment, c'est le Kundalini. J'ai pas essayé. Apparemment, c'est une énergie qui est différente, mais je vais bientôt essayer. Je vais voir quelle est la différence dans les deux approches. Mais voilà, je crois que ce sont deux choses un petit peu séparées quand même. Ok. Plein de choses à explorer encore alors. Voilà, donc Valentine Inner Dance, ouais. Ok. Je ferai son Insta. Trop bien. Elle est trop cool. Avec plaisir. Trop cool. Dernière question. Si tu avais un tableau géant qui serait visible par le monde entier, qu'est-ce que tu écrirais dessus? Wow. Je sais pas, c'est une grosse responsabilité ça. Qu'est-ce que j'écrirais dessus? Acheter 1000 euros en cadeau de sang. Je mettrai un QR code et laisser un avis sur Amazon. Pas là, Ulysse. Je sais pas. Qu'est-ce que je mettrais? Je pense que c'est trop de responsabilité pour une seule personne, ça. Ouais. Mais si tu avais un message, toi, on va dire le message qui te tient à cœur, que tu aimerais partager, toi, au vu de ton expérience. Je pense que c'est le même, tu vois, que le Ouais, conseil que ok. moi il y a 10 ans, quoi. C'est d'explorer sa curiosité, c'est de ne pas avoir peur, c'est de... Peut-être n'ayez pas peur des autres. Ok. Voilà, je mettrai ça sur mon tableau. Ça, c'est joli. N'ayez pas peur des autres. Ouais. Pas mal. Ou la phrase de Derek Sivers. Elle est pas mal. Vas-y, redis-la pour la... La vie n'est pas un problème, c'est un paradoxe à expérimenter. Super. Non, je pense que n'ayez pas peur des autres, c'est bien. Ça, c'est ce que t'apprends le voyage. Ok. À t'ouvrir à ce qui est... Ouais, et te rendre compte qu'en fait, on est tous dans le même bateau, on est tous dans le même truc, et qu'on a chacun une réponse différente à des problématiques mais qui sont les mêmes, et qu'en fait, c'est... Je pense qu'on est vachement plus tolérant envers les autres quand tu voyages beaucoup. Carrément. Ouais. Ceux qui bougent jamais de chez eux, en fait, ont peur du changement, et ont peur de l'autre, et tout de suite, ils sont sur la défensive, tu vois. Donc, ouais. Merci, Ulysse. Et ben, merci à toi pour l'invitation, merci pour tes questions. Super. Ouais. J'ai jamais vu quelqu'un, tu connais mieux mon livre que moi. Ouais, j'ai bossé. Pas grave, ça fait plaisir. Non, mais franchement, ça se C'est lit cool. tout seul, donc avec plaisir. Trop cool, merci. À la prochaine. Salut! Merci d'avoir écouté Sagesse Moderne. Si vous avez écouté jusqu'ici, ça veut dire que l'épisode vous a plu. Alors je vous invite à liker et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et à me faire vos retours sur l'épisode. Ça m'aide beaucoup pour me faire connaître. Encore merci à vous et à très bientôt sur Sagesse Moderne.